Bonjour, je me présente, mon nom est Sylvie Baudouin. Je suis animatrice pour les groupes d'entraide virtuelle de la QDC et j'ai l'immense bonheur aujourd'hui d'accueillir une étudiante formidable, qui va nous faire une présentation sur l'usage de cannabis et l'automédication chez les personnes vivant avec la douleur chronique. On a une petite description de la conférence, mais avant, simplement, bon, vous rappeler de conserver vos micros fermés et la rencontre, la présentation est filmée, mais je vais mettre fin à l'enregistrement dès que Madame Audet aura terminé sa présentation par souci de confidentialité pour les membres qui voudront poser des questions. Donc, je vous encourage à utiliser la partie conversation. Si vous avez des questions pendant la présentation, soit les noter dans la partie conversation ou sur une feuille de papier pour pouvoir les poser ensuite à Madame Audet. Et vous pouvez utiliser là, dans les réactions en bas de votre écran pour lever la main ou sinon, vous pourrez lever la main physiquement, puis j'essaierai de voir de voir toutes les mains, puis donner la parole à toutes les personnes qui souhaitent dire quelque chose à Madame Audet ou poser une question. Également, avant de débuter, je trouverais ça vraiment très important. On a perdu un membre fondateur hier. Madame Francine Saint-Hilaire nous a quittés. Donc, j'aimerais offrir mes plus sincères condoléances à toute sa famille, mais aussi à la grande famille de la QDC. Je sais qu'elle a donné énormément, Madame Saint-Hilaire, pour la QDC. Donc, mes sympathies à toute la famille. Et je suis certaine que tous les membres de la QDC, du CA en particulier, se joignent à moi aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, nous allons débuter. Je vais redonner le contrôle à Claudie. C'est bon, Sylvie, je peux y aller? Oui, un instant, je veux juste lire la description. Donc, Mhm. depuis la législation du cannabis récréatif au Canada en 2018, il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation médicale pour pouvoir s'en procurer. Ainsi, un grand nombre de personnes utilisent maintenant du cannabis acheté dans des magasins légaux comme la SQDC pour traiter diverses conditions de santé. Exemple, troubles du sommeil, anxiété. La facilité d'accès au cannabis ouvre la porte à ce que l'on appelle l'automédication, dans un contexte où la sécurité et l'efficacité du cannabis sont toujours incertaines. Et qu'en est-il de l'utilisation du cannabis pour la douleur? Cette conférence présente un projet de recherche sur l'utilisation du cannabis et l'automédication chez les personnes vivant avec de la douleur chronique, réalisée à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Les objectifs de ce projet étaient de décrire l'utilisation de cannabis, exemple produits utilisés, fréquences, sources d'information, ainsi que les perceptions des personnes utilisatrices en regard du cannabis, exemple perception du risque, obstacles, facteurs facilitants. Certains aspects concernant l'automédication ont aussi été explorés. Ainsi, cette conférence vous permettra de vous familiariser avec les termes et les lois entourant le cannabis au Québec, en plus de prendre connaissance de l'usage qui en est fait actuellement par les personnes vivant avec de la douleur chronique. Une petite biographie de notre présentatrice. Claudie Audet a obtenu un baccalauréat en service social de l'Université Laval en 2013. Elle a travaillé pendant 10 ans comme travailleuse sociale, notamment en protection de la jeunesse, en milieu carcéral et aux soins à domicile avec les personnes âgées. Ayant un intérêt marqué pour la recherche, elle a entrepris une maîtrise en sciences de la santé à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue en 2021 en tant qu'étudiante à temps partiel.
Elle travaille maintenant comme assistante de recherche pour la chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique, tout en poursuivant sa maîtrise. Ses travaux portent sur l'usage de cannabis et l'automédication chez les personnes vivant avec la douleur chronique. Donc, j'admets quelques personnes et je veux te redonner le contrôle, mais je ne te vois pas dans la liste, Claudie. Si tu veux prendre la parole, je fais... Toujours là, Sylvie. OK, excellent. Bon, parfait. Là, je te vois, donc je peux te donner... voilà. Merci, ça a marché. Ben, merci beaucoup, Sylvie, pour la présentation. Je vais avoir moins à travailler. J'avais prévu tout dire ça, mais finalement, tu as tout bien présenté, la biographie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici en si grand nombre là, ce midi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je suis comme excitée là, de présenter fin août, début septembre. Je trouve toujours que c'est un moment le fun. Là. Pour moi, l'année commence en septembre et non en janvier. Là. Je suis toujours dans les années scolaires. Fait que je suis super contente d'être là aujourd'hui. Merci aussi à la QDC là, de me donner l'opportunité de présenter le projet de recherche. J'ai vu dans le chat qu'il y en a qui mettaient dans le fond dans quelle ville ils sont actuellement. Là. Fait que j'ai vu qu'il y avait des gens un peu là, de partout au Québec. Moi, je suis étudiante à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je vous parle présentement d'Amos en Abitibi, là, qui est une petite ville au nord de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, je vais vous partager ma présentation. Sylvie, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez Oui, bien? OK, super. Donc voilà, comme Sylvie le disait tout à l'heure, je suis étudiante à la maîtrise de recherche en sciences de la santé, puis travailleuse sociale de profession, là, membre de l'Ordre des travailleurs sociaux depuis 2013. Je suis membre aussi de la chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique à l'UQAT. Puis, je vous présente le projet là, sur lequel je travaille depuis 3 ans et demi, étant donné que je fais ma maîtrise à temps partiel, qui est l'usage de cannabis et l'automédication chez les personnes qui vivent avec la douleur chronique. Le plan de la présentation aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement mon parcours. Je vais rapetisser un peu ce que je voulais vous dire, étant donné que Sylvie a déjà là, fait un survol de ce que j'ai fait. Ensuite, on va regarder un peu l'état des connaissances sur le cannabis puis la douleur chronique. Je vais vous présenter les objectifs du projet, la méthodologie qu'on a utilisée pour le faire, puis les résultats, la conclusion et quelques ressources là, pour terminer. Donc, mon parcours, c'est pas pour rien que je l'ai mis en S. J'ai pas nécessairement un parcours en ligne droite là, vers la recherche. Donc, j'ai commencé, en fait, j'ai fait un DEC en musique. J'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 4 ans, puis je voulais devenir une grande musicienne reconnue mondialement. Vous vous doutez probablement que c'est pas ça qui est arrivé, étant donné que je fais un projet de recherche sur le cannabis et la douleur. Non, j'ai enseigné la musique dans une école privée. J'ai fait quand même plusieurs spectacles, joué au festival de jazz. Mais c'est ça, c'est un métier qui est beaucoup le soir, la fin de semaine. Puis je considérais que pour moi, c'était plus un passe-temps là, qu'un métier. Puis je voulais vraiment aller à l'université. C'était un rêve que j'avais. Puis ça faisait plusieurs années aussi que je pensais là, au bac en travail social. Donc, c'est ça, j'ai fait le bac à Québec à l'Université Laval. J'ai terminé en 2013. Je répéterai pas dans le fond les endroits où j'ai travaillé, là, Sylvie les a déjà présentés. La maîtrise, c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis le bac. J'avais déjà un intérêt pour la recherche. J'attendais seulement le moment parfait finalement pour faire ma maîtrise jusqu'à ce que je réalise que jamais de moment parfait. Donc pendant la pandémie, là, ça a été, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été un moment de remise en question. Puis je me suis dit, OK, c'est là que je commence ce projet-là. Fait que j'avais contacté professeur Anaïs Lacasse, qui est la directrice de la chaire de recherche, mais aussi la directrice des programmes de deuxième cycle en santé à l'UQAT. Puis c'est elle qui m'a suggéré finalement de travailler sur la douleur et le cannabis. Moi, j'ai des proches, j'ai mon père qui vit avec la douleur chronique. J'avais déjà un intérêt pour l'utilisation des substances comme le cannabis. Donc, c'était vraiment un projet qui avait suscité mon intérêt. Puis en septembre 2022, j'ai eu la chance d'intégrer la chaire de recherche aussi à titre de professionnel de recherche. J'ai vraiment eu la piqûre pour la recherche avec ma maîtrise, donc j'ai décidé de faire ça à temps plein.
Donc, la chaire de recherche, dans le fond, on est un groupe qui travaille sur l'usage, les risques, les bénéfices des médicaments pour la douleur. On travaille aussi sur les trajectoires de soins que les personnes vont utiliser, donc vraiment une évolution dans le temps de qu'est-ce qui va être utilisé, qui sont les personnes qui sont mieux soulagées, moins bien soulagées au fil du temps. On regarde aussi le jumelage, la validation avec les banques de données qui sont déjà existantes, comme les données, par exemple, de la RAMQ. Puis aussi, on travaille à la validation d'instruments de mesure. Puis, on travaille aussi à sensibiliser, former, outiller, créer des petits outils qui pourraient être utiles là, dans la pratique clinique pour les gens qui vivent avec la douleur. Puis, on s'intéresse aussi aux dimensions socio-culturelles liées au traitement de la douleur, comme par exemple comment le sexe, le genre, l'origine ethnique pourraient avoir un lien finalement avec le traitement de la douleur. Ici, c'est notre belle gang, finalement. Tous les beaux sourires que vous voyez, c'est les membres de la chaire de recherche. En haut, vous avez les 3 professeurs qui font partie de la chaire. Donc, à gauche, professeur Anaïs Lacasse. Au milieu, professeur Nancy Julien et professeur Nabia j'ai toujours de la misère avec son nom de famille, Benyabina Douma. Puis en dessous, on est des étudiantes finalement à la maîtrise, étudiantes au doctorat, post-doctorat. Puis il y a aussi nos patients partenaires qui travaillent avec nous. Donc, vous pouvez apercevoir Sylvie qui travaille avec nous, là, qui est dans la rangée du bas. Et donc, nous, on est basé finalement à Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue. Pour ce qui est du cannabis et de la douleur chronique, je ne pense pas avoir besoin de vous convaincre aujourd'hui de la pertinence et de l'importance de faire finalement de la recherche sur la douleur, mais je vais quand même faire un petit survol là, de ce qu'on sait actuellement et pourquoi c'est important de faire la recherche. Donc, la douleur finalement chronique, c'est une douleur qui est persistante, récurrente depuis plus de 3 mois. On sait que c'est maintenant reconnu comme une maladie à part entière. L'origine de la douleur chronique est souvent, en fait, tout le temps multifactorielle. Donc, ça veut dire qu'il y a des origines qui sont biologiques, il y a des origines qui peuvent être sociales, psychologiques, socioculturelles. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça qui crée un peu, finalement, le phénomène de la douleur chronique. Au Canada, c'est une personne sur 5, donc 20% de la population qui va souffrir de douleur chronique. Donc, tout le monde, à peu près, connaît quelqu'un là, qui vit avec de la douleur au quotidien. La douleur va toucher davantage les femmes, les personnes âgées, les personnes des Premières Nations, les vétérans, puis aussi les personnes qui consomment des drogues. Puis les impacts, vous le savez probablement mieux que moi, là, les impacts sont physiques, sont psychologiques, sont sociaux, vont affecter négativement la qualité de vie au complet là, des personnes qui en sont atteintes. La prise en charge de la douleur, ce que nous dit la littérature, c'est que pour bien prendre en charge la douleur, pour bien la traiter, pour bien accompagner les patients, on devrait utiliser une approche multimodale, donc une approche qui combine des traitements pharmacologiques comme les médicaments, qui vont combiner aussi des approches physiques comme la physiothérapie, pas la méditation, le massage ou les étirements, puis aussi des approches psychologiques comme la psychothérapie. Puis aussi, on dit que le traitement de la douleur chronique devrait être multidisciplinaire, ce qui veut dire qu'il devrait y avoir plusieurs professionnels de la santé qui travailleraient ensemble, puis qui jouent un rôle important là, dans l'accompagnement des personnes qui vivent avec de la douleur. Ça aussi, vous le savez probablement mieux que moi. Dans les livres, ce qu'on nous dit, c'est que l'approche idéale, c'est l'approche multimodale, multidisciplinaire, mais malheureusement, il y a des barrières à la prise en charge optimale de la douleur. Donc, des obstacles qui font que finalement, dans le réel, dans la vraie vie, c'est pas nécessairement ça qui se produit. Pourquoi il y a ces barrières-là? Tout d'abord, il y a un manque de connaissances. Des fois, le manque de connaissances peut être chez les professionnels de la santé, comme un manque de connaissances sur la douleur chronique. Puis aussi, des fois, c'est les patients qui connaissent un peu moins la douleur. Des fois, c'est nouveau. Puis souvent, on va banaliser la douleur. On va dire, ah, ça va passer, je m'en occuperai plus tard. Donc, ce manque de connaissances-là, des fois, peut mener à une prise en charge qui ne sera pas optimale. Justement, l'approche multimodale dont je viens de vous parler est sous-utilisée. On se rend compte qu'il n'y a pas toujours plusieurs professionnels qui sont impliqués là, auprès d'un patient. Il y a aussi des difficultés d'accès. On sait actuellement, le réseau de la santé est très surchargé. Il y a aussi la pénurie de personnel qui est présente quand même partout. Donc, des fois, c'est difficile d'accéder finalement à ces services-là. Il va y avoir des longues files d'attente qui peuvent aller de 6 mois, 8 mois, 1 an. Quand je parlais avec les patients dans le projet, là, je pense que j'ai déjà même entendu 2 ans d'attente pour avoir accès à une clinique de la douleur.
Puis aussi un manque de reconnaissance de la douleur chronique en tant que maladie à part entière va faire que son traitement, des fois, ne sera pas pris en charge de façon optimale. Si on se concentre, aujourd'hui, on parle du cannabis, donc on va se concentrer plus particulièrement sur la prise en charge pharmacologique de la douleur chronique, donc les médicaments qu'on peut utiliser pour soulager la douleur. Au Canada, on a des lignes directrices qui sont très claires pour la douleur neuropathique. Donc, la douleur là, qui est vraiment secondaire à une atteinte du système nerveux central ou périphérique, comme les nerfs, la moelle épinière ou le cerveau. Donc, quand on a une douleur neuropathique, il y a un algorithme. Un algorithme, finalement, c'est quelque chose qu'on prend pour aider notre décision. Souvent, c'est un embranchement de questions. Est-ce que le patient a tel type de douleur? Est-ce qu'il y a tel type de symptômes? Puis selon les réponses qu'on donne, on va arriver à une suggestion de traitement. Donc, ces suggestions-là ont comme 4 paliers de suggestions de traitement. Donc, la première chose qu'on va essayer, c'est tel médicament. Si ça ne fonctionne pas, la deuxième chose, c'est ça. Puis on descend jusqu'au 4e palier. Donc, le cannabis se situe dans ces paliers-là, se situe au 3e palier. Donc, c'est un traitement de 3e intention depuis 2014 au Canada. Donc, en fait, d'emblée, c'est pas le premier traitement que les médecins vont vous proposer, ni le deuxième, puis des fois, ils ne le proposeront pas du tout, mais il figure quand même là, comme traitement de 3e intention pour la douleur neuropathique. Pour ce qui est des autres types de douleurs, les algorithmes sont différents. Ceux que j'ai mis dans la présentation, c'est ceux du ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec. Donc, on a par exemple un algorithme pour la douleur lombaire, pour la fibromyalgie, pour tous les types de douleurs. Puis, chaque type de douleur, chaque algorithme va avoir ses propres paliers de traitement. Donc, ce ne sera pas toujours le même médicament qu'on va suggérer en premier selon le type de douleur. Mais ce qu'on remarque, c'est que le cannabis, en fait, ne fait pas partie de ces algorithmes-là actuellement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé, par exemple, pour la douleur lombaire, pour la fibromyalgie, alors qu'il figure là, pour la douleur neuropathique. J'ai préparé quelques petites diapos sur un peu le cannabis, les cannabinoïdes, les termes, puis les lois qui entourent tout ça. On entend beaucoup de choses, puis des fois, ça devient un petit peu difficile là, de s'y retrouver. Souvent aussi, c'est les termes cannabis et cannabinoïdes qui sont interchangés. Fait que je voulais faire un petit survol de ça pour vraiment là, qu'on comprenne de quoi il s'agit. Donc, quand on parle des cannabinoïdes, on parle vraiment des substances chimiques qui vont activer ce qu'on a à l'intérieur de nous, le système endocannabinoïde dont je vais vous parler dans quelques secondes. Donc, quand on parle de cannabinoïdes, ça inclut vraiment tout. Donc, les phytocannabinoïdes, qui est un mot vraiment compliqué, mais qui veut simplement dire que c'est le cannabis qui vient de la plante, qui est le cannabis végétal, qu'il y en a qui vont appeler. Donc, quand vous entendez parler de THC, de CBD, de terpènes, de cocotte, de feuilles, peu importe, tout ce qui vient de la plante, c'est la famille des phytocannabinoïdes. Au milieu, on a les analogues synthétiques de cannabinoïdes. Donc, ces cannabinoïdes-là sont faits en laboratoire. Donc, ils n'ont pas été extraits de la plante, ils ont vraiment été produits de façon synthétique dans un laboratoire. Puis celui qu'on connaît le plus là, actuellement, qu'on entend parler le plus, c'est le nabilone. Puis, troisièmement, les endocannabinoïdes. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de nous, on a un système finalement qui est réceptif aux cannabinoïdes. On a des récepteurs qui vont être activés là, quand la substance chimique va entrer en contact. Fait que vraiment, quand on parle des cannabinoïdes, c'est tous ces produits-là, toutes ces substances-là, ou en tout cas, tout ce qui va activer notre système endocannabinoïde. Pour ce qui est des modes de consommation, il y a le cannabis inhalé que tout le monde connaît finalement, là, qu'on va pouvoir fumer avec un joint, une pipe ou avec un vaporisateur. Ça inclut donc tous les extraits de la plante, là, la fleur, qu'est-ce qui est moulu, pré-roulé ou même la résine de hache. Sinon, il y a aussi les produits de cannabis qui vont être ingérés sous la langue, comme les huiles, les gouttes qui vont être mises sous la langue, les sprays. Il y a aussi des timbres, puis des teintures. Puis, il y a aussi le cannabis qui est ingéré par voie orale, évidemment, là, comme toutes les boissons, les huiles qu'on peut prendre pour cuisiner, ou même des fois le cannabis qu'on va mettre directement dans une recette là, de brownies ou de bonbons. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît actuellement, ce qui est aussi autorisé au Québec, mais on entend parler aussi de plus en plus, puis ça, c'est pas nécessairement autorisé encore au Québec,
Mais il y a des crèmes aussi qui existent, là, finalement, la forme topique qu'on peut étendre sur la peau. Il y a aussi des suppositoires de cannabis qui sont disponibles dans d'autres provinces. Puis il y a aussi les patchs un peu, c'est ça, qui vont être mis directement sur la peau, là, puis absorbés de cette façon-là. Mais si vous allez, par exemple, sur le site de la SQDC pour aller voir les modes de consommation, ces modes-là ne seront pas nécessairement décrits parce que c'est pas quelque chose qui est autorisé encore au Québec. Pardon, je suis allée trop vite. OK. Au niveau du contexte législatif, je trouvais ça important de le mettre parce qu'à un moment donné, on s'y perd un peu dans les lois. Puis étant donné que le cannabis récréatif est autorisé au Canada, mais chaque province le régit un peu à sa façon. Donc, le cannabis médical peut être autorisé depuis 2001. Souvent, on entend prescription et autorisation. Fait que je trouvais ça important de démêler les deux. Donc, quand on parle de cannabis médical autorisé, c'est pas une prescription. Les médecins ne peuvent pas prescrire un cannabis médical, ils vont l'autoriser. C'est un papier finalement qui va dire que le médecin l'autorise, puis vous allez pouvoir aller à la clinique de cannabis avec ça, puis selon là, les conseillers, prendre les produits qui vous conviennent. Puis le seul cannabis qui peut être prescrit actuellement au Québec, c'est le cannabis synthétique que je viens de vous présenter, là, celui qui est synthétisé en laboratoire, le Nabilum. Ça, c'est vraiment une prescription que le médecin va pouvoir faire avec une dose. Puis c'est le seul cannabinoïde que vous allez chercher en pharmacie. Donc, le Nabilum. Tous les autres produits, les huiles, tout ce qui est fumé, tout ça, ça ne va jamais être pris en pharmacie. C'est vraiment pris dans les magasins de cannabis légaux, pardon, avec une autorisation médicale. Donc, finalement, les deux sont là, la prescription, l'autorisation. La prescription concerne les cannabinoïdes synthétiques qu'on va chercher en pharmacie, puis le cannabis médical autorisé, c'est celui qu'on achète nous-mêmes, qui peut être autorisé ou non par le médecin. Puis je viens de me rendre compte, je vais faire la distinction. Pendant la présentation, quand je parle de cannabis médical, je parle de la source et non de l'utilisation que les gens en font. Donc, un cannabis acheté à la SQDC, ça va être un cannabis récréatif, même s'il est utilisé pour la douleur ou pour un symptôme là, physique. Puis le cannabis médical est autorisé par un médecin. Fait que tout le long de la présentation, quand je parle de médical, non médical ou médical récréatif, c'est vraiment la source dont je parle et non l'utilisation qu'on en fait. Donc, au Canada, le cannabis récréatif, donc celui qu'on achète en magasin, est légal finalement depuis le 17 octobre 2018 via la loi sur le cannabis. Au Québec, au Canada, les médecins actuellement peuvent autoriser du cannabis pour n'importe quelle condition de santé qu'ils jugent pertinent. Ce qui n'est pas le même cas finalement dans d'autres pays où ils vont avoir une liste, par exemple, les symptômes reliés au VIH, pour la douleur cancéreuse. Ils ont comme une liste de maladies pour lesquelles ils peuvent autoriser le cannabis. Mais au Canada, c'est pas ça. Ils ont vraiment carte blanche, puis ils peuvent l'autoriser pour n'importe quelle condition de santé pour laquelle ils vont juger que le cannabis pourrait être pertinent. Actuellement, il n'y a aucun produit de cannabis qui est remboursé par la RAMQ, donc l'assurance publique là, de médicaments, à l'exception du Nabilum, vraiment, là, qui est considéré comme un médicament qui est fait en laboratoire. Sinon, même avec une autorisation médicale, tous les produits que les personnes achètent ne sont pas remboursés par la RAMQ, puis rarement remboursés aussi par les assurances privées. On va en parler plus tard, mais ça amène justement un coût là, qui est important pour les patients. Puis actuellement, la loi sur le cannabis est en révision, je pense, depuis octobre 2022 par le gouvernement fédéral. Donc, 5 ans, 2018, 4 ans après là, la légalisation du cannabis récréatif, ils veulent revoir un peu qu'est-ce que cette loi-là a amené, c'est quoi les impacts. Puis ils sont en train de revoir aussi est-ce qu'on va garder un canal médical puis un canal récréatif ou si on va tout mettre ça ensemble. Donc, c'est des choses qui sont évaluées là, actuellement par le gouvernement, mais pour l'instant, il n'y a rien qui change là, de notre côté. Ici, je vous ai mis une carte un peu là, de le statut légal du cannabis dans le monde. Donc, vous voyez en vert, c'est les pays qui l'ont légalisé. Donc, on voit qu'en Amérique du Nord, on est quand même les précurseurs, le Canada, Mexique, puis plusieurs États des États-Unis qui l'ont légalisé. Sinon, il y a quelques petites taches vertes, là, je pense l'Afrique du Sud, la Thaïlande, l'Uruguay en Amérique du Sud, je ne suis pas certaine. Donc, ces pays-là, c'est légal. Ensuite, qu'est-ce qui est orange? C'est pas légal, mais c'est décriminalisé.
Donc, on voit que toute l'Amérique du Sud, puis certains pays d'Europe l'ont décriminalisé. Ce qui veut dire que si quelqu'un en a, il n'y aura pas un dossier criminel pour avoir eu du cannabis, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas avoir une sanction au civil ou une amende ou quelque chose là, en lien avec ça. Puis après ça, en rouge, c'est les pays où c'est illégal, mais où les sanctions ne sont pas toujours appliquées. Puis en rouge foncé brun, c'est vraiment les pays où c'est illégal, puis les sanctions sont appliquées par rapport au cannabis. Donc, le problème qu'on a étudié avec le projet de recherche que j'ai réalisé, c'est que tout d'abord, actuellement, on a un manque de données probantes. Les données probantes, c'est les données qui sont faites par la recherche scientifique. Donc, la recherche scientifique, actuellement, on ne peut pas dire que le cannabis est efficace pour la douleur puis qu'il est sécuritaire. Donc, on manque de preuves, on manque d'études actuellement pour vraiment pouvoir dire c'est efficace, c'est sécuritaire. Puis, l'utilisation du cannabis pour traiter la douleur n'est pas supportée par la communauté scientifique. Donc, l'Association internationale d'études de la douleur s'est positionnée puis a dit qu'eux, actuellement, ils ne supportent pas. Ça veut dire qu'ils ne le recommandent pas parce qu'il manque encore trop de données là-dessus. D'un autre côté, on a des études qui disent que les attitudes des patients à l'écart du cannabis sont favorables. Donc, on a des gens qui disent que c'est efficace, que ça les a aidés, qui sont ouverts à l'essayer. Puis, on a une étude qui a été faite au Québec là, qui dit qu'il y a un tiers des personnes qui vivent avec la douleur chronique qui l'utilisent déjà pour soulager leurs symptômes. Fait que c'est un peu le portrait qu'on a actuellement. D'un côté, on n'est pas sûr si c'est sécuritaire, si c'est efficace. D'un autre côté, c'est légal. Fait qu'on a des gens qui l'utilisent pour soulager leurs symptômes. Fait que c'est un peu ça le problème qu'on a soulevé là, avec le projet de recherche. Il y a une partie du projet qui porte sur l'automédication. Parce que nécessairement, le cannabis récréatif est légal depuis 2018, donc ça ouvre la porte à en acheter pour traiter peu importe, n'importe quel symptôme qu'on peut présenter. Et puis une étude québécoise faite à l'Université Laval à Québec s'est intéressée à l'automédication chez la population en général. Donc, c'est pas nécessairement des personnes qui vivaient toutes avec la douleur, mais il y a 489 personnes qui ont participé, qui avaient des symptômes de tout genre. Ça peut être anxiété, dépression, douleur, perte d'appétit, des trucs comme ça. Puis, dans leur étude, ils ont rapporté que c'est 53% de leurs participants qui s'automédiquaient avec le cannabis pour soulager la douleur. Fait que déjà là, on avait une indication qu'au Québec, en douleur, le cannabis était déjà utilisé en automédication par presque, en fait, la moitié de leur échantillon. Ça veut pas dire la moitié des personnes en douleur, mais quand même une bonne partie de leur échantillon. Puis, quand on parle d'automédication, il faut définir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un phénomène qui est quand même assez complexe. Puis, il n'y a pas de consensus sur c'est quoi exactement l'automédication. Il y en a qui disent c'est de se diagnostiquer une maladie, de décider le médicament, de décider tout ça. Il y en a qui disent non, c'est pas de diagnostiquer la maladie, mais c'est de décider un traitement. Mais finalement, ça implique toujours un concept d'action individuelle. Fait que ça implique toujours que le patient prend la décision d'essayer un médicament ou de changer une dose. Fait que c'est comme ça qu'on l'a utilisé, nous, dans l'étude. Finalement, l'automédication, c'est de faire quelque chose par soi-même, sans nécessairement consulter un professionnel de la santé. Donc, la problématique, comme je disais tout à l'heure, il y a un manque de données probantes sur l'efficacité et la sécurité du cannabis. Il y a très peu d'études sur l'automédication avec le cannabis chez les personnes qui vivent avec la douleur. Au Québec, actuellement, à ma connaissance, il n'y en a pas. Puis, dans les priorités de recherche, actuellement, il y avait aussi la comparaison là, des préjudices qui peuvent être reliés à l'usage du cannabis sous supervision et sans supervision, pour voir s'il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, les objectifs du projet qu'on a réalisé, il y avait 3 grands objectifs. Tout d'abord, à gauche, on voulait décrire l'usage du cannabis chez les personnes qui vivent avec la douleur. Donc, on voulait savoir c'est quoi la fréquence d'utilisation, c'est comment vous l'avez, comment il est utilisé, c'est quoi les concentrations. Est-ce que les gens ont consulté des ressources d'information pour s'informer sur le cannabis? Puis, dans les personnes de l'étude qui ont arrêté d'en prendre, on voulait savoir les raisons. Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté de prendre du cannabis? Puis, le deuxième objectif, c'était de quantifier les perceptions des utilisateurs et des utilisatrices. Donc, quantifier l'efficacité, à quel point vous trouvez ça efficace ou pas efficace, à quel point vous pensez que c'est sécuritaire ou que c'est pas sécuritaire.
d'aller chercher c'est quoi les bénéfices à l'utiliser, c'est quoi les inconvénients que vous avez rencontrés, puis aussi de faire ressortir les barrières puis les facteurs facilitants, donc les obstacles que les personnes peuvent rencontrer puis les facteurs qui les ont aidés. Puis finalement, on voulait caractériser le phénomène de l'automédication, donc essayer de le définir, définir qu'est-ce qui distingue, dans le fond, comment les gens s'automédiquent avec le cannabis. S'ils le font, parce que ce n'est pas toutes les personnes qui participent à l'étude qui sont en situation d'automédication. Donc, la méthodologie, c'est un peu la recette, comment on a fait pour réaliser le projet. Tout d'abord, le devis de recherche, le devis, c'est quel type de recherche on a mené. Donc, c'était une étude descriptive transversale. Quand on parle d'études descriptives, donc le but, c'était vraiment de décrire qu'est-ce que les gens prennent, décrire de quelle façon ça se passe. C'est souvent le type d'études qu'on fait avec des sujets qui sont peu étudiés, qui sont nouveaux, on veut vraiment avoir un premier portrait de situation pour après ça amener des nouvelles questions puis faire des projets qui sont plus précis. Donc, c'est pas une étude où on va aller chercher un lien de cause à effet ou qu'est-ce qui peut un déterminant de telle chose. Fait que c'est vraiment de décrire un portrait. Puis transversal, ça veut dire qu'on le fait une fois, à un moment dans le temps. Contrairement aux études longitudinales qui vont avoir plusieurs points de collecte de données dans le temps. Donc, on a fait la collecte de données à un moment précis dans le temps. La population cible, ben, c'est un échantillon non probabiliste. Il y a beaucoup de termes, là, je vais essayer de les expliquer de la façon la plus claire possible. Non probabiliste, ça veut dire que l'échantillon de personnes qu'on est allé chercher n'était pas dû au hasard. C'est des personnes qu'on a ciblées. Donc, il fallait que les personnes vivent avec de la douleur, puis qu'ils utilisent le cannabis. Fait que c'était pas dû, tu sais, on n'a pas pris un bottin puis on a pigé des noms, là, c'était vraiment une population qu'on avait ciblée. Puis quand on dit un échantillon de convenance, c'est qu'on a fait des entrevues, vous allez le voir, là, on a pris des personnes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne qui réponde puis qu'on ait atteint là, le nombre de personnes dont on avait besoin. Donc, les personnes qui ont fait partie de l'échantillon nécessairement vivaient avec de la douleur puis utilisaient du cannabis. On a recruté les personnes pour la présente étude au sein de la cohorte COPE. Puis cette cohorte-là, c'est une étude qui a été réalisée en 2019 par la chaire de recherche en douleurs chroniques. C'était un questionnaire web qui avait été envoyé, là, que les personnes ont répondu partout au Québec, 2000 personnes. Puis dans ces 2000 personnes-là, il y en a 1114, je crois, qui avaient accepté d'être contactées pour des nouveaux projets de recherche. Donc, nous, on a envoyé des courriels d'invitation à participer à l'étude à ces 1000 personnes-là qui avaient accepté qu'on les recontacte. Donc, les critères d'inclusion, qu'est-ce que les personnes devaient avoir pour pouvoir participer à l'étude? Bien, nécessairement, ils avaient fait partie de la cohorte COPE parce qu'on les a recontactés, parce qu'ils nous avaient laissé leurs coordonnées. Il y avait 18 ans et plus, évidemment. Il y avait de la douleur depuis plus de 3 mois, donc les critères là, de la douleur chronique. Ils devaient parler français, puis utiliser du cannabis présentement ou en avoir utilisé dans la dernière année, là, dans les 12 derniers mois. Puis, ce qu'on a fait pour la collecte des données, c'est des entrevues téléphoniques structurées. Donc, on a fait des entrevues là, environ d'1 heure au téléphone. Puis, quand on dit structuré, c'est qu'on avait un questionnaire qui était standardisé. Donc, standardisé, c'est que le questionnaire était posé de la même façon avec toutes les personnes, les mêmes questions dans le même ordre. Puis, on sait ça, on a eu des participants là, de partout au Québec qui ont répondu. Ensuite, la collecte des données. Ça s'est étendu du 10 janvier 2023 au 25 mai 2023. Donc, la première vague de courriels, on les envoyait à peu près par vague de 50 pour pas avoir trop d'appels à faire en même temps. Donc, on invitait les personnes là, par vague de 50 à participer à l'étude. Donc, les premiers 50 courriels ont été envoyés au début janvier. Environ le début mars, on avait 50 appels téléphoniques de réaliser. Puis, il y a une deuxième vague de courriels qui a été envoyée à partir du mois de mars, une relance pour les personnes qui n'auraient pas pu participer ou qui n'avaient pas vu le premier courriel, ont pu se manifester. Puis, on a réalisé la dernière entrevue là, le 25 mai 2023. Puis, au préalable, le projet avait été approuvé par le comité éthique de l'Université du Québec au mois de novembre 2022. Pour fabriquer, dans le fond, pour faire le questionnaire, on s'est inspiré de l'enquête québécoise sur le cannabis. Peut-être que des gens présents aujourd'hui ont déjà rempli cette enquête-là. Donc, on a pris des questions de l'enquête québécoise sur le cannabis 2021, puis l'enquête canadienne.
Puis il y a des questions qui ont été prises telles quelles, vraiment là, dans le questionnaire. Puis ce qui est le fun de faire ça, c'est qu'ensuite, on peut comparer est-ce que les résultats sont différents à la population générale. On a pris aussi des questions dans le Medical Cannabis Access Survey qui a été fait par l'Université du Manitoba là, à l'été 2022. Puis, il y a aussi des questions qu'on a développées nous-mêmes en équipe. On a fait une journée de consultation, je pense, en mai 2022, là, pour vraiment trouver des idées de questions qui pourraient être posées dans le questionnaire. Qu'est-ce qu'on a été mesuré? Les variables sociodémographiques qu'on demande toujours, là, comme l'âge, le sexe à la naissance, le genre et toute la liste que vous voyez présentement. Puis, on a mesuré aussi les caractéristiques de la douleur. Il y a des caractéristiques, c'est important de mesurer quand on fait un projet de recherche en douleur. Donc, la localisation, où les gens ont mal, comment c'est apparu, est-ce qu'il y a des composantes neuropathiques, c'est quoi l'intensité, à quel point ça interfère dans votre quotidien, est-ce que vous avez des symptômes d'anxiété, dépression. Puis, on a mesuré aussi le catastrophisme, qui est un peu la tendance à catastrophiser finalement là, la situation. On a mesuré aussi, je ne les répéterai pas parce que je vous les ai présentés dans les objectifs, mais on est allé mesurer tout ce qui était le type de produit, l'efficacité, les expériences en lien avec l'automédication pour vraiment avoir un portrait puis remplir les objectifs qu'on s'était donnés. J'arrive maintenant à la section des résultats, qui est probablement la plus intéressante pour la plupart d'entre vous. Donc, vous voyez, je vais commencer par la petite pastille verte là, que vous voyez en bas à droite. Quand vous voyez N égale 73, ben, c'est le nombre de personnes qui ont participé à l'étude. Donc, il y a 73 personnes qui ont complété l'entrevue téléphonique. L'âge moyen de ces personnes-là était de 54 ans. Le sexe à la naissance, on avait 77 de femmes, 23 d'hommes. Il faut dire que la cohorte COPE avait déjà, les gens chez qui, dans la cohorte dans laquelle on est allé recruter les personnes, avait déjà une bonne proportion de femmes. Donc, ça ressort ici encore qu'il y a plus de femmes qui ont participé à l'étude. Puis pour ce qui est de l'identification de genre, c'était les mêmes pourcentages, mais on a une personne qui est en questionnement là, sur son identité de genre. Au niveau des études, on avait 80 des personnes qui avaient complété un diplôme d'études postsecondaires, donc soit une technique au cégep, un bac, une maîtrise, un doctorat. Il y avait 21 des personnes qui habitaient en région éloignée. Donc, à la fin du questionnaire, on demandait votre région de résidence, puis le code postal, les 3 premiers caractères du code postal pour savoir si les personnes demeuraient en zone rurale, en zone urbaine. Donc, il y a 21 qui étaient en région éloignée. Puis, il y a des personnes de toutes les régions administratives du Québec, je crois, sauf le centre du Québec, là, la région de Victoriaville, mais c'était intéressant de voir qu'on avait des gens de partout. Au niveau de l'occupation, on avait 37 de personnes en emploi, soit temps plein, temps partiel, 25 à la retraite, 29 en invalidité. Puis le autre 9 c'était par exemple des personnes à la maison, des étudiants. C'était principalement ça. Puis on demandait aussi, est-ce que vous aviez déjà consommé du cannabis avant l'âge de 24 ans? Donc, c'est un petit peu plus que la moitié des personnes là, qui avaient déjà utilisé le cannabis avant. Fait que si on y va avec les caractéristiques de la douleur, l'intensité moyenne de la douleur là, sur une échelle de 0 à 10, dans la dernière semaine, était de 5,2 sur 10. C'est quand même assez représentatif de ce qu'on retrouve là, dans les autres études en douleur. Ça se tient souvent autour de 5, 5,4. Il y avait 83 des personnes qui avaient de la douleur depuis plus de 10 ans. Ça, c'est un pourcentage qui est plus haut que dans les autres études en douleur. Donc, on voit que les gens là, avaient vraiment de la douleur depuis longtemps. Il y en a qui c'était 40, 45, 50 ans. 37 des personnes avaient de la douleur généralisée, donc vraiment là, partout dans leur corps. Il y avait aussi 92 des personnes qui avaient de la douleur multisite, ce qui veut dire qu'il y avait mal à 2 endroits ou plus. Donc, par exemple, j'ai mal au coude, à l'épaule, puis à un pied. Fait que c'est vraiment presque 100 des personnes qui avaient 2 sites de douleur et plus, ce qui est aussi, dans le fond, c'est une plus grande proportion là, que ce qu'on retrouve dans les autres études en douleur. Il y avait 59 des personnes qui présentaient des douleurs neuropathiques. Puis, quand même, là, plus du tiers des personnes qui avaient des symptômes anxio-dépressifs qui étaient de modérés à sévères. Pour ce qui est de la consommation de cannabis, on a demandé aux personnes pour quelles raisons vous prenez le cannabis, parce que dans nos critères d'inclusion, c'était pas obligé d'être pour la douleur. On voulait juste les gens qui utilisent le cannabis.
Mais finalement, la douleur était la raison principale pour 97% des personnes. Après ça, les gens disaient, ben, je le prends aussi pour améliorer mon sommeil. Puis, ils pouvaient cocher plusieurs cases, là, c'était pas juste une raison. Puis aussi, 42% des personnes ont dit, ben, moi, je le prends pour aider avec le stress ou l'anxiété. Au niveau, puis on voit en haut que c'est 62 personnes sur l'échantillon de 73 qui en prenaient actuellement. Puis les personnes qui ont arrêté d'en prendre, on en avait 10. Et puis là, vous voyez que ça n'arrive pas à 73 parce qu'il y a une personne qui n'a pas répondu à cette question-là. Les gens peuvent toujours choisir de sauter des questions. Donc, on n'arrive pas à 73 pour cette question-là. Mais dans les personnes qui avaient arrêté d'en prendre au cours de l'année, la majorité, c'était parce qu'ils disaient, ben, ça n'a pas fonctionné. Ça coûte cher, je l'ai essayé, ça marche pas, fait que j'ai plus d'intérêt à l'utiliser. Il y en a 70% aussi qui avaient ressenti des effets secondaires indésirables. Principalement, ce qui ressortait, c'est qu'ils se sentaient comme, en anglais, on dit buzzé, là, ils n'aimaient pas se sentir, cognitivement, là, de ne pas se sentir, je cherche mes mots, c'est ça, là, de ne pas être sharp, comme on dit, là, de sentir qu'ils sont un peu dans le brouillard, puis qu'ils sont lents, tout ça, c'est des choses qu'ils n'aimaient pas, surtout quand les gens travaillent puis ont besoin d'être vraiment présents. Puis, il y en a aussi qui disaient, moi, j'ai arrêté parce que c'était trop cher ou ça a eu un impact négatif sur mon travail, mes études. Donc, c'est ça. Au niveau des méthodes de consommation, la façon que le cannabis est utilisé, j'ai mis directement les résultats de l'enquête québécoise sur le cannabis dont je vous parlais tout à l'heure, puis les résultats de notre étude pour que vous puissiez vraiment voir là, visuellement la différence dans les réponses. Puis la question a été posée exactement de la même manière, fait que c'est pour ça qu'on peut l'utiliser comme ça. Je ne vais pas tout nommer là, les pourcentages, mais je voulais attirer votre attention sur la différence en bas sur le cannabis fumé. Donc, dans l'enquête québécoise sur le cannabis, c'est 82%. Donc, c'est vraiment dans la population générale, les gens qui utilisent du cannabis, 82% le prennent fumé ou c'est une des méthodes qu'ils utilisent parce que c'est pas mutuellement exclusif. Puis, dans notre étude, c'est 43%. Donc, il y a beaucoup moins de gens dans l'étude qu'on a réalisée qui utilisaient du cannabis fumé que dans la population générale. Puis on voit, si on remonte un petit peu les gouttes orales à mettre sous la langue, puis les sprays, ben dans notre étude, c'est 60%. Puis dans la population générale, c'est 30%. Fait qu'on a comme c'est un peu inversé là, à ce niveau-là. Les gens vont vers des formes de cannabis qui sont différentes que ce que la population générale prend. Puis on voit aussi le mode de consommation ingéré, qui est les pilules ou les gélules. C'est 33% dans notre étude, 15% dans la population. Fait que ça peut peut-être avoir avec le Nabilon là, qui est prescrit, dans le fond, par les médecins. Ça serait allé à vérifier. Là, ça n'a pas été mesuré, mais ça pourrait être une hypothèse. Fait que je trouvais ça intéressant de le mettre comme ça, étant donné qu'il y a vraiment une différence là, dans les modes de consommation. Ensuite, la concentration utilisée, bon, on n'est pas allé chercher des pourcentages exacts. On voulait plus savoir, tu sais, en général, est-ce que vous prenez du THC, est-ce que vous prenez du CBD? Puis je pense que je ne l'ai pas expliqué encore, là, la différence THC-CBD, c'est les ingrédients actifs qui sont dans le cannabis qui vont avoir un effet sur notre corps. Si on parle du THC, c'est lui qui va avoir un effet psychoactif. Donc, c'est lui qui peut nous faire sentir un peu, là, c'est ça, dans les nuages, un peu au ralenti. Tandis que le CBD n'aura pas cet effet-là. Lui, il n'a pas d'ingrédients psychoactifs. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Donc, dans l'étude, on voit en bleu que 18% des personnes préféraient les produits dominants en THC. Ensuite, 27% des personnes préféraient les produits qui sont dominants en CBD. 6% vont préférer des produits équilibrés. Fait que des fois, on a un produit qui peut avoir, par exemple, 1% de CBD, 27% de THC, mais il y a des produits qui sont, mettons, 12%, qui vont vraiment être équilibrés. Puis, la majorité des personnes dans l'étude, 45%, préféraient plusieurs combinaisons. Puis, ce que j'ai entendu plus souvent, c'est, par exemple, j'utilise le THC le soir avant de me coucher parce que je m'en vais dormir. Puis le CBD le matin pour pas être un peu au ralenti, là, puis passer une belle journée. Puis ça, c'est différent aussi de l'enquête québécoise. Je ne l'ai pas mis parce qu'il y avait une petite différence dans la question, mais la combinaison de produits était beaucoup moins présente là, dans la population générale. Je pense que c'était 16%. Fait que ça, on voit que les gens qui l'utilisent pour la douleur ont fait des essais puis ont trouvé des combinaisons finalement qui leur convenaient. Puis la moyenne en fréquence d'utilisation dans notre étude, c'était 2 fois par jour.
tandis que dans la population générale, c'est vraiment pas la majorité des gens là, qui en prennent à tous les jours, mais ici, c'est utilisé de façon thérapeutique, puis c'est ça, en moyenne 2 fois par jour que les gens l'utilisaient. Ici, c'est les ressources, les principales ressources que les gens ont consultées dans la dernière année pour s'informer sur le cannabis. Donc, on voit que ce qui arrive en haut, c'est les sites web. Quand on parle de sites web de défense de droits, c'est par exemple la Société canadienne du cancer, l'Association québécoise de la douleur chronique, vraiment des sites qui sont faits pour les patients, pour informer les patients. Puis ensuite, les sites web plus comme les CIS ou les universités là, qui produisent des documents là-dessus. Puis ensuite vient le médecin de famille ou les médecins spécialistes. Fait que c'est ça, on voit un peu là, que les ressources, en premier, les gens vont plus aller sur Internet, puis en plus, ensuite, c'est médecins spécialistes. Aussi les magasins de cannabis légal, qu'il faut faire attention parce qu'eux ne sont pas nécessairement habilités à donner des conseils. Ils peuvent conseiller les produits, mais pas nécessairement les mettre en lien avec un symptôme ou une maladie. Puis on voit ensuite là, pharmacien, pharmacienne, groupe de soutien, infirmier, infirmière, puis naturopathe. Ensuite, la fameuse question sur l'efficacité du cannabis pour la douleur. Donc ici, ce qu'on est allé demander, c'est la perception de la personne sur l'efficacité du cannabis. Donc 10 ont trouvé ça pas du tout efficace, 10 un peu. Puis après ça, si on va là, modérément, très efficace, extrêmement efficace, on voit que c'est, dans le fond, 80 là, des personnes qui ont répondu trouvaient ça de modérément efficace à extrêmement efficace. Je voudrais juste mettre un grain de sel sur ce résultat-là qu'il faut interpréter avec prudence. Premièrement, c'est la perception qu'on est allé voir de la personne et on n'a pas mesuré l'efficacité du produit en tant que tel. Fait que c'est vraiment, est-ce que la personne a pensé que c'était efficace ou pas? Puis, deuxièmement, il peut y avoir un biais là, avec ce type de questions-là. On peut se dire que les personnes qui ont répondu, c'est ceux qui avaient eu une super bonne expérience ou ceux qui avaient eu une très mauvaise expérience. Un peu comme si on loue un appartement sur Airbnb, puis il est tout sale, puis il y a du poil, puis ça pue, ou c'est le meilleur appartement qu'on n'a jamais loué. Il y a plus de chances qu'on ait écrire un commentaire que si finalement c'était moyen, puis ça passe inaperçu. C'est un peu ça avec ce type de questions-là. Donc, on peut avoir des personnes qui ont vraiment aimé ça, puis qui avaient le goût d'en parler, ou des personnes qui avaient vraiment pas aimé ça. Mais ce qu'on peut retenir quand même, c'est que c'est efficace pour une partie là, des personnes qui vivent avec la douleur. La perception du risque, donc on a demandé quel est le risque pour la santé d'utiliser du cannabis. Donc 73 des personnes ont dit qu'il n'y avait aucun risque à un risque minime. 27 ont dit qu'il y avait un risque modéré à élevé. Puis le risque de dépendance, 86 des gens ont dit oui. On demandait seulement oui, non. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de dépendance avec le cannabis? 8 ont dit non. Puis 6 se sont pas prononcés, disaient qu'ils ne le savaient pas. Je vois le temps qui avance, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Au niveau des perceptions sur les bénéfices inconvénients, c'était des questions ouvertes. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de choix de réponse. On disait aux personnes, vous pouvez répondre là, ce que vous voulez. Donc, quels sont les bénéfices, quels sont les inconvénients à utiliser le cannabis? Puis les thèmes qui sont ressortis le plus souvent, c'est ceux-là. Donc, au niveau des bénéfices, il y avait effectivement le soulagement de la douleur. L'amélioration de la qualité de vie qui a été nommée vraiment souvent aussi, là, de reprendre le travail, reprendre les activités quotidiennes qui n'étaient plus possibles de faire. Il y a aussi la diminution d'utilisation des médicaments, notamment les opioïdes qui sont ressortis souvent. Là, les personnes disaient je prends moins d'opioïdes depuis que je prends du cannabis. Il y en a qui voyaient ça comme un complément à la médication qui était déjà prescrite. Puis il y en a beaucoup aussi qui disaient qu'ils ne ressentaient pas d'effets indésirables. Au contraire, les inconvénients, ça a été nommé qui pourraient avoir des effets potentiels sur la santé, comme par exemple avec le cannabis fumé qui pourrait être dommageable pour les poumons. Il y en a qui ont des effets secondaires comme une diminution de la concentration, de la mémoire, de l'appétit. Ça peut limiter les activités, donc conduire un automobile, travailler, faire des études, puis aussi aller en voyage. Hein, c'est pas légal partout le cannabis actuellement, donc si on voyage dans un autre pays, on peut pas l'apporter. Il y a le prix élevé des produits qui était un inconvénient. Aussi, il y a encore les tabous, les gens sont pas à l'aise d'en parler. L'autorisation médicale, c'est souvent problématique, le processus, des fois c'est long, des fois le médecin ne l'autorise pas, c'est quelque chose qui est ressorti aussi. Puis la difficulté à trouver des informations qui sont fiables. Les gens disent, il y a plein de choses que je lis, mais je ne sais pas si je peux me fier à ça ou pas. Donc, c'est pas mal le portrait qu'on avait ici.
Au niveau des barrières, des facteurs facilitants, donc quels sont les obstacles ou les facteurs qui ont facilité l'usage du cannabis pour les personnes? Au niveau des barrières, on avait un manque de connaissances des professionnels de la santé sur le cannabis, puis le prix élevé des produits qui est ressorti vraiment souvent, puis le peu d'ouverture de la part des professionnels de la santé qui a été noté aussi là, comme des obstacles importants à l'usage. Puis les facteurs qui ont facilité l'usage de cannabis, mais on parle de l'accessibilité, puis là, on ne parle pas de la légalisation parce que vous voyez qu'il arrive en troisième. L'accessibilité, ici, on parle de la vente en ligne, de la vente en personne. Donc, le fait d'avoir des magasins légaux, puis des sites de vente. Donc, on peut penser que les personnes y avaient accès déjà avant, mais via d'autres façons de s'approvisionner. Donc, le fait de pouvoir commander en ligne puis d'avoir des magasins légaux, c'est quelque chose qui a vraiment facilité l'accès. Puis la diversité des produits disponibles, puis la légalisation, c'est sûr que c'est venu aider aussi là, beaucoup de personnes. Ici, j'ai un gros tableau à vous présenter. En fait, on a posé 3 questions sur... En fait, on voulait faire un peu la différence entre l'automédication, ceux qui ont des autorisations médicales, ceux qui n'en ont pas. Donc, on a posé 3 questions aux personnes. Avez-vous une autorisation pour le cannabis médical? Oui, non. Est-ce que vous prenez du cannabis non médical, donc du cannabis récréatif? Oui, non. Puis, pour votre usage, est-ce que vous êtes accompagné par un professionnel de la santé? Oui ou non? Donc, on voit dans notre échantillon, il y avait 55 des personnes qui avaient une autorisation de cannabis médical, puis 45 qui étaient sans autorisation. Pour ceux qui utilisaient du cannabis médical seulement, là, on veut encore avec le 100% là, de l'échantillon, on avait le tiers des personnes qui avaient seulement du cannabis autorisé par un médecin, donc ils n'allaient jamais en acheter à la SQDC ou dans un magasin. On avait 21 des personnes qui utilisent autant le cannabis de leur autorisation médicale que du cannabis non médical ou récréatif. Puis, on avait 45 qui étaient seulement en usage de cannabis récréatif. Fait qu'on voit déjà là que ça se départage un peu. Puis, on était quand même surpris de voir qu'il y avait 21 des personnes qui utilisaient les deux. Tu sais, on se disait peut-être quand les gens ont une autorisation, on va aller seulement vers le médical. Mais non, il y a des gens qui utilisent les deux. Puis, est-ce que vous êtes accompagné pour un médecin par un professionnel de la santé, oui ou non? Bien, chez les personnes qui avaient seulement du cannabis médical, il y avait 23 des personnes qui étaient accompagnées et 11 des personnes qui ne l'étaient pas. Fait que ça nous a vraiment surpris parce qu'on se disait, avec une autorisation médicale, les gens nécessairement vont être accompagnés par un professionnel de la santé. Mais il y a des gens qui nous disaient non, tu sais, moi, on m'a signé l'autorisation puis on n'en a jamais reparlé. Fait que je ne perçois pas que je suis accompagnée pour mon usage de cannabis. Chez les gens qui prenaient les deux, donc médical et non médical, on avait 7 qui étaient accompagnés, 14 qui n'étaient pas accompagnés par un professionnel de la santé. Puis, chez les gens qui étaient seulement avec du cannabis non médical, donc seulement du cannabis récréatif, bien étonnamment, on en a 8 qui disaient, ben oui, moi, je suis accompagnée, je pose des questions à mon médecin, je pose des questions à mon pharmacien, j'ai des réponses, fait que je conçois que je suis accompagnée pour mon utilisation de cannabis. Puis on avait 37 qui se disaient non accompagnés. Fait que c'est quand même surprenant là, qu'on se disait finalement l'autorisation médicale ne garantit pas que la personne a un suivi puis un accompagnement médical. Puis au contraire, c'est pas parce qu'elle l'achète à la SQDC qu'elle va pas chercher les informations puis qu'elle va pas chercher un accompagnement. Donc, c'est des résultats qu'on trouvait là, quand même intéressants à présenter. Finalement, là, les derniers résultats que j'ai à vous montrer, c'est sur un peu les expériences de soins dans le système de la santé, parce qu'on voulait voir, est-ce que c'est les expériences passées des gens qui vont aller vers l'automédication? Si j'ai une expérience négative, peut-être je vais être portée finalement à ne pas aller voir un médecin pour mon usage de cannabis. Fait qu'on voulait voir un peu la perception des gens sur vraiment la douleur, le cannabis, puis les soins de santé. Donc, le premier énoncé, je suis satisfait des soins de santé reçus jusqu'à maintenant pour la gestion de la douleur. C'était quasiment 50-50. On a 43 des gens qui étaient d'accord, 57 qui ne l'étaient pas. Fait qu'on voit qu'il y a quand même un gros là, niveau d'insatisfaction des gens par rapport aux soins de santé reçus pour la gestion de la douleur. Est-ce que les professionnels de la santé que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant étaient bien formés en douleur chronique? Donc, encore là, 57 pas d'accord, 42, 43 qui étaient d'accord. Donc, on est insatisfait. On trouve que les gens ne sont pas bien formés. Puis, est-ce que les professionnels que j'ai rencontrés étaient bien formés sur le cannabis, ses risques, ses bénéfices?
Donc ici, c'était 78% qui n'étaient pas d'accord que les professionnels de la santé étaient bien formés sur le cannabis, puis 22 qui étaient d'accord. Fait qu'on a déjà un portrait, dans le fond, de ce qui fonctionne pas ou ce qui pourrait être étudié là, par rapport au service qu'on donne en douleur, puis au niveau du cannabis. Puis, ici, on demandait, est-ce que c'est facile d'obtenir une autorisation pour le cannabis médical? Fait qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais demandé, fait que ça ne s'appliquait pas, 25%. 41% ont trouvé que c'était facile d'obtenir l'autorisation, puis il y a quand même un tiers qui n'était pas d'accord, qui disait que c'était compliqué d'aller obtenir l'autorisation. Fait qu'il y a d'autres choses qui pourraient être étudiées là aussi là, pour voir pourquoi ce processus-là est facile pour certaines personnes, puis il ne l'est pas pour d'autres. Puis finalement, on demandait en général, mon entourage, une perception positive du cannabis, parce qu'on disait peut-être que les tabous, les préjugés qui sont présents pourraient dissuader les personnes d'en prendre, mais on avait quand même plus que la moitié des personnes qui étaient d'accord, qui disaient que leur entourage avait une perception positive. 37% qui n'étaient pas d'accord, puis un 7% qui ne sait pas, qui n'a pas été demandé à leur entourage finalement ce qu'ils pensaient du cannabis. Fait que je vous ai présenté beaucoup de résultats en rafale. Ça fait beaucoup d'informations. Mais tu sais, après ça, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça nous dit? Oups, pardon. Qu'est-ce que ça nous dit, ces résultats-là? Qu'est-ce qu'on peut interpréter? Puis qu'est-ce qu'on peut prendre pour amener des questions pour des futures études? Un premier constat qu'on a fait, en fait, c'est que la population de personnes qui vit avec de la douleur puis qui utilisent le cannabis, c'est une population qui se distingue autant des gens en douleur que des gens de la population générale qui prend du cannabis. Si on prend, mettons, on compare avec les études sur la douleur, ben, dans l'étude qu'on a réalisée, il y avait beaucoup plus de personnes avec de la douleur multisite, beaucoup plus de personnes qui avaient de la douleur depuis longtemps. Fait que, on peut générer des hypothèses avec ça. Est-ce que les gens qui prennent du cannabis, c'est parce qu'ils ont essayé plein de choses, ça fait longtemps qu'ils ont mal, ils n'ont pas trouvé de traitement qui était efficace? C'est pas des constats que je fais, c'est plus des questions que je vous lance. Et puis, si on compare avec la population générale qui prend du cannabis, bien, comme je disais tantôt, en douleur, bien, les personnes vont moins vers le cannabis fumé, ont une plus grande fréquence d'utilisation, puis vont faire plus de combinaisons de produits. Fait que ça fait une population, si j'ai mis en vert au milieu, là, qui se distingue un peu sur les deux plans. Fait que c'est un peu... je trouvais ça intéressant de le mettre parce que ça amène des questions. Est-ce que c'est des gens... justement, ça fait longtemps, c'est pas le premier traitement qu'ils ont essayé probablement. Est-ce qu'ils vont moins vers le cannabis fumé parce qu'ils ont des préoccupations pour la santé? C'est vraiment des questions qui pourraient être explorées là, dans des futures études. Ensuite, ben, les constats qu'on fait, c'est qu'en général, les personnes participantes qui ont une perception positive du cannabis, autant pour l'efficacité que pour le niveau de risque. Fait qu'on parle des participants de l'étude là, qui ont ça s'étend même aux proches. Là. La dernière question que je vous ai présentée tantôt, les proches aussi avaient une perception positive. On voit que les personnes sont plus susceptibles d'aller chercher des informations sur le cannabis sur Internet qu'auprès d'un professionnel de la santé. Fait que ça, en tant que professionnel de la santé, ça vient chercher un peu de dire qu'est-ce qui fonctionne pas si les gens vont aller plus sur Internet qu'aller voir les professionnels. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être étudié aussi là, dans d'autres projets de recherche. Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Les barrières qui ont été identifiées par les personnes participantes, ben, ils nuisent pas à l'usage. Tu sais, c'est pas un obstacle qui fait que la personne ne va pas utiliser le cannabis. C'est un obstacle qui va nuire à son usage sécuritaire. Les barrières qui avaient été identifiées, c'était le manque de connaissances des professionnels, le manque d'ouverture, puis le prix qui est trop cher. Fait que ça va venir, c'est ça, nuire à un usage sécuritaire parce que si les professionnels manquent de connaissances, ont peu d'ouverture, les gens vont le prendre quand même. Donc, peut-être vont avoir un usage qui est moins sécuritaire. Puis, si le prix est trop cher, ben, à un moment donné, les gens vont s'approvisionner vers d'autres sources. Les sources illégales existent encore. Donc, encore là, ça pourrait nuire à l'usage sécuritaire. Donc, je trouvais que ces barrières-là étaient quand même très parlantes. Puis, finalement, on se rend compte qu'en contexte réel, l'usage de cannabis, c'est pas juste j'utilise médical, j'utilise non médical, c'est qu'il peut y avoir plein de profils, plein de combinaisons, les gens peuvent essayer plein de choses. Puis il faut en tenir compte, tu sais, que c'est pas parce que j'ai une autorisation que j'achète pas à la SQDC, vice-versa. Fait que d'avoir un peu là, les yeux ouverts par rapport à tous ces profils-là qui peuvent se dessiner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme recommandation au terme de tous ces résultats? Bien, pour les personnes qui vivent avec de la douleur chronique,
c'est de ne pas hésiter d'engager une discussion honnête avec les professionnels de la santé que vous rencontrez à propos de votre usage. C'est quelque chose qui est légal, que vous avez tout à fait le droit de prendre, peu importe si le médecin pense que c'est pas efficace, dangereux, pas dangereux. N'hésitez pas à le nommer, que vous en prenez, nommer les produits, qu'est-ce que vous avez essayé. Puis ce qui est intéressant des fois de faire, c'est de faire un journal d'utilisation, vraiment de noter, j'ai pris tel produit à telle heure, telle journée, je me suis sentie comme ça après. Puis à un moment donné, on peut décider, voir des tendances. À chaque fois que je prends ce produit-là, le lendemain, je me sens pas bien ou des trucs comme ça. Puis des fois, c'est intéressant de montrer ça au médecin ou à un professionnel de la santé. Ça peut aider finalement à soutenir la prise de décision pour voir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on fait d'autres choses. Fait que finalement, ce qu'il y a à retenir, c'est n'hésitez pas à en parler, c'est légal, puis c'est vraiment une question de santé, là, que le médecin soit au fait de tout ça. Pour les professionnels de la santé, bien, gardez en tête que les personnes peuvent utiliser du cannabis qui proviennent de plusieurs sources, même si, par exemple, vous êtes médecin, vous avez signé une autorisation médicale, ça ne veut pas dire que le patient va juste prendre ça. Fait que, pas avoir peur de poser la question, encore là, d'engager la discussion par rapport à ça. Puis, après avoir signé l'autorisation médicale, des fois, voir avec le patient, c'est quoi les options de soutien qui pourraient être offertes, est-ce qu'il pourrait y avoir une collaboration interprofessionnelle, gérer aussi les attentes par rapport au cannabis. Puis aussi, tenter de minimiser les impacts négatifs avec une substance pour lesquelles on manque de données probantes, on ne sait pas si c'est efficace, on ne sait pas si c'est sécuritaire. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est minimiser les impacts négatifs, un peu comme l'approche de réduction de méfaits là, en travail social. Fait qu'est-ce que je peux faire pour minimiser les impacts? Ben, c'est faire le suivi, s'entendre avec le patient d'une façon de fonctionner, puis s'assurer finalement de faire le suivi serré, puis être au courant de ce que le patient prend. Puis pour la recherche, puis les organismes qui subventionnent la recherche, ben, c'est de promouvoir la recherche inclusive afin d'éviter qu'il y ait des personnes là, qu'on oublie, des personnes qui ont un profil plus complexe. Fait que ce que je veux dire ici, c'est que souvent les projets sont soit sur le cannabis médical, soit sur le cannabis récréatif, mais tu sais, essayer dans ces projets-là d'inclure tout le monde, puis de savoir qu'il y a des gens qui utilisent pas juste une sorte de cannabis pour pouvoir justement les inclure puis pas oublier là, ces personnes-là. Puis aussi explorer comment les patients aimeraient être supportés pour leur usage de cannabis, puis essayer de trouver des solutions qui pourraient être mises en place de façon réaliste là, dans les milieux cliniques. Les forces et limites de l'étude en terminant, ben, c'est que les personnes provenaient de l'ensemble, pratiquement de l'ensemble des régions du Québec. Donc, on a vraiment une belle représentativité à ce niveau-là. Et puis, les entrevues téléphoniques ont permis d'expliquer, clarifier certains termes, prendre le temps de parler, puis les gens ont pu poser des questions, puis s'exprimer. Là, je pense que ça a été quand même apprécié. Au niveau des limites, ben, c'est pas une étude on peut pas confirmer de présence de relations causales, donc on peut pas faire de lien de cause à effet là, entre les données. On n'a pas assez de personnes qui ont participé. Puis le fait que les entrevues téléphoniques n'étaient pas anonymes, autant ça peut être un avantage d'avoir parlé avec les gens, autant ça peut être un désavantage parce qu'il peut y avoir un biais, les gens peuvent pas être à l'aise de donner toute l'information. Mais on a essayé de créer un climat de confiance là, le plus possible pour que la discussion soit facile pour les personnes participantes. Je vous partage en dernier quelques ressources là, sur la douleur, autant sur la douleur que le cannabis. Vous connaissez déjà la QDC. Il y a le site Gérer ma douleur que vous pouvez parcourir. Il y a une tonne de ressources sur ce site-là qui sont intéressantes. Aussi le Réseau québécois de recherche sur la douleur. Puis au niveau du cannabis, mais si vous voulez de l'information en général sur les produits, comment on les utilise, il y a le site de la SQDC qui est super bien fait là, par rapport à ça. Puis, étonnamment, il y a un dossier sur le cannabis médical sur le site de Société Arthrite Canada qui est vraiment, vraiment bien fait, vraiment complet. Il y a plein de petits onglets. Il y a des outils. Fait que vraiment, c'est une ressource super intéressante là, pour le cannabis en douleur. Je vous ai mis aussi le numéro de la ligne d'entraide. Puis, finalement, il y a un cahier qui a été produit par l'Université Laval qui est disponible sur le site Gérer ma douleur. Un cahier d'une 20aine de pages. Puis, c'est un peu comme un support à l'utilisation pour quelqu'un qui veut commencer. Idéalement, c'est fait en compagnie là, du médecin ou d'un professionnel de la santé, mais il y a vraiment plein d'outils, des questions à se poser, des suivis à faire. Fait que je trouvais que c'est un outil super intéressant là, à vous présenter. Finalement, je remercie ma directrice de recherche, professeure Anaïs Lacasse, les co-chercheurs, co-chercheuses, puis tous les membres de la chaire de recherche qui m'ont soutenue et qui m'ont aidé là, dans ce projet-là. Puis encore merci à la QDC de m'avoir permis de présenter le projet ce midi.
Et voilà. Wow, merci beaucoup, Claudie. Je vais te demander de me redonner la gestion. Ben, tout d'abord, je parle au nom Sylvie, de tout le monde là, pour dire bravo. On voit que c'est pas une question à prendre à la légère. Puis que c'est difficile ça peut être difficile de s'y retrouver puis de bien se sentir accompagné, mais ça démontre l'importance de l'aide. Merci pour ta présentation. On a des commentaires là. C'était très intéressant. C'est une présentation intelligente, que tu es une excellente conférencière. Et on souhaite vraiment, là, tu as mis l'accent sur des points que je trouve très importants. Le fait d'avoir fait cette étude-là téléphonique avec les gens, souvent quand on souffre de douleurs chroniques, on se demande quand même comment qu'on peut contribuer, mais là, ton étude, elle vient tellement supporter ce fait-là que c'est grâce à la participation des gens qui ont accepté de répondre à tes questions, de prendre le temps. Et toi, tu nous redonnes aujourd'hui très, très généreusement les résultats de tout ça. Donc, on voit la collaboration, comment que ça peut mener très loin. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, j'arrête l'enregistrement et les gens vont pouvoir te poser des questions. Donc, là, je veux juste voir. Est-ce que tu m'as redonné le contrôle parce que... ben non, c'est ça, je voulais dire, je sais pas comment. Ah, OK. Je vais le reprendre. Voilà. OK, c'est bon. OK, excellent. Donc, j'arrête ici l'enregistrement.